Good morning. We are about to continue the session on Kadosh. We had 3 excellent papers this morning on Kadosh. They're going to be followed by 2 more. It's a topic that has great depth and surprising connections. After we hear our 2 presentations this morning, we will then have a question and answer for all of the speakers, and then we'll do lunch. So with that, our next speaker is going to be Jean-Luc Lebras. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais peut-être qu'à la régie, on projette mon... Voilà. Bien. L'échelle du Kadosh dans tous ses états esquisse d'une typologie de sa représentation à partir de 50 rituels de 1750 à 1805. Alors en introduction, je voudrais dire quand même 2 ou 3 choses. D'abord concernant cet intitulé. Dans tous ces états, parce que je crois que l'échelle dont je vais parler, il est intéressant de l'étudier lorsqu'elle est décrite, lorsqu'elle est dessinée et aussi comment elle est perçue. Également, je précise tout de suite, mais vous l'avez compris avec les intervenants avant moi, que Kadosh, ce sera un nom générique qui va recouvrir le Kadosh, le grand inspecteur, et aussi le chevalier de l'aigle blanc ou noir. Esquisse parce que je vais vous présenter des statistiques, mais dans la mesure où j'ai travaillé sur 50 rituels et sur 30 à 40 dessins d'échelle, ce sont des statistiques qui méritent quand même d'être relativisées. Enfin, je voudrais aussi dire que je m'inscris dans une lignée qui m'a précédé. J'ai eu quelques précurseurs tout de même. D'abord les chercheurs de sources, on vous l'a présenté tout à l'heure, et Guy Giraud, Henri Lombard et Maurice Weber, que je remplace un petit peu au débeauté. C'est lui qui aurait dû faire une présentation aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu être là. Précurseur également des historiens anglais qui, sur l'échelle du Kadosh, ont essayé aussi de présenter une typologie. Je pense à Léon Zeldis, avec la réponse qu'Alain Bernheim avait pu lui faire. Et, puisque nous sommes à Paris, les historiens français Pierre Mollier, Dominique Jardin, Robert de Rosa et Bernard Datte. Alors, là, j'ai été un petit peu trop vite. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on va parler de l'échelle du Kadosh, mais l'échelle existe aussi dans d'autres rituels de la maçonnerie. Je pense au 26e degré, celui des Écossais trinitaires au Prince de Mercie, et je pense également à une maçonnerie tout à fait particulière, celle de la maçonnerie d'adoption au XVIIIe siècle, où l'échelle s'appelle très précisément échelle de Jacob. Vous avez en haut une échelle à 5 degrés et en bas une échelle à 3 degrés. Alors, cette présentation va tenter une sémiologie de l'échelle, mais avant moi, je le disais, quelques historiens, notamment français, ont tenté de proposer des périodisations. Pierre Mollier, 3 périodes, une première famille de rituels, l'archéokadosh, une deuxième famille autour du rituel de Metz en 1761, et une troisième famille de rituels, ensuite ceux qui se sont répandus de Paris à Bordeaux et de Bordeaux à Saint-Domingue. Dominique Jardin, sur l'échelle, a aussi perçu qu'il y avait 3 types d'échelles, j'y reviendrai. Robert de Rosa a proposé 2 périodes, une période où l'échelle était simple, une période où l'échelle était double. Et là, il insiste beaucoup sur le nec plus ultra qui, pour lui, est associé à l'échelle double. Et Bernard Datte a proposé également 2 périodes, une première période et une deuxième période. Le plan que je vais suivre est donc le suivant. Pour cette première partie, ce sera l'échelle du Kadosh, la variété des représentations. Ensuite, si on a un peu de temps, on va monter et descendre l'échelle mystérieuse. Et enfin,
si, et là encore on a un petit peu de temps, je proposerai quelques éléments sur certains environnements symboliques de l'échelle mystérieuse. Alors, commençons par la première partie qui se déclinera en 4 sous-parties, et je vais commencer par de quelle échelle parle-t-on. Après, je décrirai les montants, les échelons, et je vous proposerai une typologie de ces échelles. Alors, de quelle échelle parle-t-on? L'échelle, elle n'est pas du tout appelée échelle de Jacob dans les rituels, elle est toujours appelée échelle mystérieuse. Sur 50 rituels, c'est 42 fois le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire 84%. Il arrive qu'on l'appelle mystique, il arrive qu'on l'appelle sainte, il arrive qu'on l'appelle glorieuse, mais c'est une ou deux occurrences. Jamais on ne l'appelle échelle de Kadosh. En revanche, dans certains rituels, on fait référence à l'échelle des Templiers, l'échelle d'assaut, notamment dans le rituel numéro 8. Alors, je dis rituel numéro 8, ça ne vous dira pas grand-chose, mais dans mon texte, vous verrez ça après, parce qu'ils sont classés à peu près chronologiquement. Un rituel de 1770 qui nous dit c'est une échelle mystérieuse propre à escalader les murailles. Le tableau représente l'échelle mystérieuse. Elle est faite comme celle usitée à la guerre pour donner l'assaut. Jamais échelle de Jacob, mais parfois échelle d'assaut. Donc c'est une échelle qui est décrite, c'est une échelle qui est nommée échelle mystérieuse, c'est une échelle qui est décrite, c'est une échelle qui est dessinée. Dans les 50 rituels, j'ai trouvé 26 dessins que j'ai utilisés, plus j'ai rajouté une dizaine d'autres dessins pour faire bon nombre. Et lorsqu'elle est dessinée, cette échelle, elle l'est de 3 façons. Au sol, sur le tableau de loge, ou alors dans les rituels. Et c'est celle-là que j'ai utilisée, évidemment, parce que quand c'était au sol, c'était crayonné et effacé ensuite. Toujours dans ce premièrement de la première partie, je voudrais revenir sur ce qui a été dit jeudi sur les questions de vocabulaire. En effet, à la lecture de certains commentateurs de l'échelle, moi j'ai eu quelques surprises parce qu'il y a une fâcheuse tendance, quelquefois, à utiliser les mots dans le sens d'aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient pas le même sens au XVIIIe siècle. Je ne vais prendre qu'un seul exemple. Dans tout mon travail, je me suis astreint à regarder le sens des mots dans le dictionnaire de l'Académie, dans 2 ou 3 versions du XVIIIe, dans, bien sûr, d'autres dictionnaires tels que le Furetière, le Pierre Richelet également. Alors que nous dit Furetière, par exemple, de briser? On en reparlera plus tard, mais briser, définition, rompre avec violence. Bon là, d'accord, tout le monde admet ce sens au XXe siècle ou au XXIe siècle. Mais il y a un deuxième sens, ce qui vous expliquera après la montée et surtout la descente de l'échelle. Le deuxième sens, briser se dit aussi des portes, des volets qui sont coupés et qui se replient. Une selle brisée, c'est un siège pliant. Une équerre brisée, une règle brisée, c'est celle qu'on plie par le moyen d'une charnière. Donc, quand dans les rituels, on dit on a brisé l'échelle s'est brisée, elle ne s'est pas cassée du tout, on l'a repliée. Donc, le vocabulaire, il est quand même intéressant de le remettre dans son contexte lorsque l'on lit ces rituels du XVIIIe siècle. Pour ma part, je n'utiliserai que 3 mots pour l'échelle, les montants, les échelons, et lorsque l'échelle est double, première volée, deuxième volée. Comment est composée cette échelle? Elle est composée d'abord de 2 montants, mais là je vais aller assez vite parce que ce n'est pas trop le sujet. Un premier montant qui signifie amour de Dieu, un deuxième montant qui signifie amour du prochain, Oheb Eloah pour le premier montant, Oheb Keraba pour le deuxième montant. L'échelle est supposée vue depuis le trône du président qui préside ce grade au XVIIIe siècle. Ce qui veut dire que Oheb Eloah, amour de Dieu, est le montant de gauche, c'est-à-dire du côté du midi dans la loge, et Oheb Keraba est à droite, c'est-à-dire du côté du nord dans la loge.
Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il arrive qu'il y ait des interversions. Concernant ces exceptions, il y a l'interversion, mais il y a aussi l'absence du nom. Alors, sur cet exemple-là, on voit que l'échelle, on y reviendra, mais l'échelle a normalement 7 échelons, et là, il y en a 8. Il y en a 8, pourquoi? Alors, en haut, le petit rectangle, et en bas aussi, ça indique première échelle, deuxième échelle. Donc, c'est bien une échelle double. Mais on a 8 échelons. Alors, le 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est les noms classiques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais le 8e, alors le 8e, c'est une formule. C'est une formule que l'on trouve d'ailleurs dès le premier rituel, le rituel de Quimper en 1750, et qui appartenait à un système de demande-réponse. On demandait au futur chevalier à quoi il allait employer sa vie de chevalier kadosh, et il répondait avec une expression qui commençait soit par Avarecha, soit par Be'ahava, qui voulait dire à peu près en français, pour la première, je bénirai le Seigneur en tout temps et j'aurai toujours sa louange en ma bouche. Et pour la deuxième, j'assisterai toujours les pauvres et les regarderai comme mes frères. En réalité, et je l'ai vu parce que ça concerne 8 rituels, en réalité, lorsque le nom des montants n'est pas affiché, sur les échelles à 8 degrés, il est compensé par le 8e échelon, dont la formule signifie à peu près amour de Dieu. Je bénirai toujours Dieu, j'aurai toujours la louange à sa bouche, et amour du prochain, j'assisterai toujours les pauvres. Voilà pour cette première exception. La deuxième exception que j'évoquais tout à l'heure, c'est que normalement, Oheb Keraba est à droite, du côté nord, et Oheb Eloah est à gauche. Et bien là, il y a 2 rituels, de 1763 et de 1765, où c'est inversé. Il n'y a pas d'explication, c'est assez exceptionnel, mais je relève, je vais un petit peu au-delà de 1805, que le grand consistoire en 1815 a entériné cette façon de présenter les montants. Regardez en bas les montants de l'échelle. Montant de l'échelle, côté du nord, Oheb, Eloah, amour de Dieu. Côté du midi, Oheb, Keraba, amour du prochain. Pour moi, il y a une petite contradiction. Amour de Dieu me semblait mieux placé du côté de la lumière, du côté du midi, mais c'est ainsi dans les rituels. Enfin, toujours concernant ces montants, ils sont désignés par une formule OE, OK, Oheb Eloah, Oheb Keraba, mais lorsqu'il s'agit de désigner les 2 volets de l'échelle, il y a là une confusion qui apparaît assez fréquemment. La première volée, celle que l'on remonte, est appelée, vous le voyez bien ici, Oheb Eloah, et la deuxième volée, celle qu'on redescend, Oheb Kerabak. Donc le nom des montants a été transféré au nom des volées. C'est une particularité que l'on relève dans 7 ou 8 rituels. L'échelle, ce sont aussi des échelons. Alors les échelons sont au nombre de 7. Alors ce chiffre 7, il peut vouloir dire plusieurs choses. Pour notre échelle, ce sont les vertus à professer ou à pratiquer, mais dans les rituels, on nous indique que 7 années ont été nécessaires pour la construction du temple, qu'il y a 7 signes du Kadosh, et dans les rituels templiers, 7 conditions imposées par Philippe le Bel à Bertrand de Gaulle pour devenir pape. Alors ces noms représentent toujours des noms hébreux, que vous retrouvez là. La montée, c'est normalement Tsekadat, puis Shurlaba, puis Molek, puis Emouna, puis Amakshial, puis Sabal, puis Shwemat, Binash, Tabunash. Ce sont 7 noms hébreux qui traduisent des vertus, ça vient du Lévitique, qui traduisent des vertus. On commence par la miséricorde, le premier échelon, puis la candeur, puis la douceur de caractère, puis l'amour de la vérité, Emouna, puis la pratique du bien,
la patience dans l'adversité et le dernier montant, la prudence pour garder les secrets. Alors, vous le voyez, là, les noms sont écrits et il se peut qu'ils soient uniquement désignés par leurs initiales, le T, le C, le M, le E, le H, le S, et en haut, CBT, ça dépend. Si le 7e échelon est commun avec la volée descendante, on met CBT, sinon c'est le C qui est la lettre initiale. Voilà pour les échelles qui n'ont qu'une volée, ou alors pour la première volée des échelles qui ont 2 volées. Comment appelle-t-on les échelons de la seconde volée? Alors, il y a une première catégorie qui consiste à utiliser les mêmes noms. Vous le voyez sur cette gravure. En bas à gauche, vous avez Eakad, que vous retrouvez en haut et à droite. En haut et à gauche, vous avez Shomat Binash Tabunash, que vous retrouvez en bas et à droite. On monte et on redescend. Pourquoi a-t-on choisi les mêmes noms d'échelons à la montée et à la redescente dans le même ordre? Parce que dès le rituel de Quimper, on indique au chevalier Kadosh qu'une fois qu'il a grimpé les échelons de l'échelle, il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas redescendre. Mais il arrive que sur certaines échelles, on ait pris un parti différent. Et là, c'est une échelle de 1780 du manuscrit Rampon. Et là, je me suis aperçu que normalement, on remonte de la même façon, mais il y a eu un décalage. Sur la volée de gauche, dans le rectangle, c'est normalement l'échelon qui était au numéro 1 qui aurait dû être là. Donc il y a un décalage et on n'y comprend plus rien. On n'a plus de symétrie entre les échelons de gauche et les échelons de droite. Lorsque on n'a pas utilisé les mêmes noms à gauche et à droite, les 7 vertus que j'ai citées, on peut utiliser d'autres noms. Alors il y a la référence templière, et là vous trouvez sur les échelles le T pour Templier, le C pour Croisade, le PHLB pour Philippe le Bel, le CV pour Clément V, qui sont les personnages essentiels dans ces rituels. Plus tard, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, on trouvera dans la deuxième volée les arts libéraux, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Et dans certains rituels particuliers, j'en ai trouvé un seul essentiellement, référence aux vices que l'on doit fouler du pied. Alors quand on monte, c'est les vertus, quand on descend, ce sont les vices que l'on doit fouler du pied. Une question peut se poser, y a-t-il une gradation dans l'énoncé de ces 7 vertus? Pour ma part, je n'en ai pas trop trouvé, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces 7 vertus se regroupaient en 3 vertus qui correspondent à des qualités personnelles, la candeur, la douceur, l'amour de la vérité, 3 qualités qui correspondent à la sociabilité que l'on attend du chevalier Kadosh, la miséricorde, la pratique du bien, la patience dans l'adversité, et puis le 7e, qui couronne le tout, prudence pour garder le secret. L'origine, c'est le Lévitique, là encore. Ça me conduit à vous proposer un essai de typologie de ces échelles. Alors, la première catégorie, c'est ce que j'appelle les échelles simples. Vous en avez 9 exemples là. On ne va pas gloser là-dessus. Quelquefois, le nom est indiqué, échelle mystérieuse. Puis viennent les échelles que j'appelle intermédiaires. Alors, une échelle intermédiaire, c'est une échelle à une volée, mais qui s'appuie sur un support ou alors sur 2 autres montants. C'est le cas en haut, avec 2 montants. Pour petit à petit arriver en bas à une échelle double, à 7 échelons d'un côté et à 7 échelons de l'autre.
Revenons à nos échelles simples qui deviennent de plus en plus intermédiaires. À gauche, vous avez le manuscrit, l'échelle du manuscrit Saint-Domingue, 1767, qui a été décrite très bien par quelqu'un qui voit les 2 montants, les 7 échelons, et puis un axe au milieu. En réalité, quand on regarde bien comment est composée cette échelle, ce qu'on appelle l'axe au milieu, il est construit exactement comme les montants. Vous avez une patte en bas pour empêcher de glisser, et puis une flamme en haut. En réalité, pour moi, cette échelle, c'est une échelle type chevalet qui, le dessinateur étant incapable de le proposer en perspective, c'est une échelle qui ressemble à une échelle moderne telle que celle que je représente à droite. C'est une échelle d'une volée appuyée sur un support. Il y a donc d'abord ce cas-là, puis l'échelle simple appuyée sur 2 supports, puis l'échelle simple appuyée sur 2 montants, puis une échelle double avec des échelons qui sont muets, une échelle double avec des échelons qui sont parlants, avec les mêmes noms à gauche et à droite, et une échelle double avec des échelons qui sont parlants, mais on n'a pas les mêmes noms à gauche et les mêmes noms à droite. Ce qui m'a conduit à travers ce travail, à repérer 11 types d'échelles, mais que l'on peut regrouper en 3 grandes catégories, et la première et la deuxième étant quand même assez proches. Il y a ce que j'appelle d'abord les échelles simples. N'oubliez pas que dans les rituels, l'échelle simple pouvait être seulement une échelle au sol. Elle pouvait être dessinée, mais elle pouvait aussi être réelle, et à ce moment-là, elle était voilée. L'échelle simple pouvait aussi, alors là, c'est là que c'est intéressant, elle pouvait être dressée. Donc ça annonce le rituel pour le candidat à l'élévation au grade de Kadosh, le rituel qui consiste à monter les échelons. Et quand elle est dressée, elle peut être verticale, ce sont les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, ou inclinée. Et le modèle de cette échelle, c'est le modèle opérationnel de l'échelle, oui, je suis en train de terminer, le modèle de l'échelle du maçon. Les échelles intermédiaires sont donc des échelles à une volée, mais sur soit un support, c'est ce que je vous ai montré, soit 2 supports, soit 2 montants avec des échelons qui peuvent être muets ou qui peuvent être parlants. Le modèle d'origine, c'est largement l'échelle du jardinier, qu'au XVIIIe siècle, on appelait l'échelle brisée, justement. Et puis les échelles doubles, elles aussi font apparaître 2 catégories. Alors, ce n'est pas par hasard que j'ai mis les échelles muettes après les échelles parlantes, parce que lorsqu'elles sont parlantes, elles peuvent être cryptées, on ne met que les initiales, par exemple, ou elles peuvent être en clair, et curieusement, à la fin du XVIIIe, apparaissent des échelles doubles et muettes. Donc, on ne dit plus le nom des montants et le nom des échelons. Le modèle, c'est l'échelle du peintre. Alors, quand on met ça sur un tableau chronologique, on s'aperçoit, là j'ai étudié 33 types de dessins, on s'aperçoit qu'à gauche de 1780, on trouve l'essentiel des échelles simples ou intermédiaires, c'est ce qui est en bleu, 15 sur 21, 71% des échelles simples, on les voit apparaître avant 1780, et pour ce qui est des échelles doubles, 9 sur 12 apparaissent après 1780. Il y a donc une césure là qui apparaît, une césure que l'on trouve confirmée lorsque on met, et j'en terminerai là-dessus, lorsque l'on met les 3 types d'échelles. A, B, C, c'est l'échelle simple, l'échelle intermédiaire et l'échelle double. Vous voyez premièrement que tout au long du XVIIIe, ces 3 types d'échelles ont pu cohabiter. Mais vous voyez aussi qu'à partir de 1780, elles cohabitent encore un peu, mais petit à petit, on oublie l'échelle simple, on oublie l'échelle intermédiaire, et c'est l'échelle double qui devient largement majoritaire. Ça vous explique aussi que même après les condamnations de 1766, le Kadosh existait encore
moins qu'avant, mais tout de même. Alors, je vais peut-être vous présenter un dernier diaporama quand même. Voilà, celui-là. Puisque j'avais dit que si je n'avais pas le temps, je ne le ferais pas. Mais là, je me suis aussi intéressé, parce que quand on monte l'échelle, c'est pour arriver au nec plus ultra. Et je me suis intéressé au positionnement du nec plus ultra en haut ou en bas de l'échelle. Et on s'aperçoit qu'il y a là, autour de 1783-1785, le trait noir du milieu, on s'aperçoit que, et j'ai étudié ce positionnement soit dans le texte, soit sur le dessin de l'échelle. Lorsque c'est en rouge, c'est une échelle qui est en haut, et lorsque c'est en bleu, c'est une échelle qui est en bas. Et on s'aperçoit que les 2/3 des positionnements en haut de l'échelle, du positionnement du nec plus ultra en haut de l'échelle, se trouvent à gauche de 1783, et que les 2/3 aussi du positionnement en haut de l'échelle se trouvent plutôt à droite de l'année 1783. Et on pourrait dire qu'on a choisi comme ça 1783 par hasard, mais regardez, lorsque l'on voit que nec plus ultra est dessiné sur les échelles apparaissent là aussi. Et à partir de 1783, il n'y a plus d'apparition de la formule nec plus ultra sur les dessins des échelles. Donc il y a une concordance là qui fait bien apparaître cette césure autour de 1783. Donc, quand on se fie à la littérature historique maçonnique, quand on se fie à ce genre de tableau statistique, on s'aperçoit que mes prédécesseurs avaient bien compris qu'il y avait une périodisation à trouver, que je ne dément pas, que je confirme, au contraire. En gros, il y aurait de 1750 à 1761, il y a des textes, mais il n'y a pas d'image de l'échelle. De 1761 à 1785, là, on peut trouver une deuxième période, et de 1785 à 1805, pourquoi 1805 ? Parce que le rite écossais s'installe et se normalise, il y a une troisième période. Donc, à travers un essai statistique, on peut soit confirmer, soit aller plus dans le détail, ce qu'avaient pressenti pas mal d'historiens avant moi, et qui fait apparaître qu'il y a plusieurs périodes. J'ai dit. Thank you very much. The last presentation that we will have this morning on the Kadosh is by Bernard Peleron. Monsieur le Président, chers amis, ainsi que l'expose de ce titre, étude lexicographique du corpus des rituels de Chevalier Kadosh, mon exposé sera axé plutôt sur la présentation d'une méthode, les méthodes lexicographiques, et l'invitation des chercheurs, et une invitation à tous les chercheurs de les utiliser, ces méthodes, tant elles sont puissantes. Alors, pourquoi les utiliser ? Eh bien, c'est que quand on se trouve face à un corpus de rituels qui peut être extrêmement étendu, comme celui réuni par Guy Giraud au sein de Sources, eh bien, on est bien désarmé parce que la lecture en est difficile. Il faut faire des fiches, c'est extrêmement compliqué pour essayer d'en conserver une idée directrice, d'en conserver des éléments. Et il faut bien dire que les rituels compilés ne sont pas exhaustifs. Il existe encore de nombreux documents originaux, souvent manuscrits, qui sont conservés dans les bibliothèques publiques ou musées. Et il faut les retranscrire, les photocopier, les retranscrire, essentiellement en orthographe contemporaine, et les numériser pour en faire une exploitation informatique. C'est-à-dire qu'il y a un travail très lourd
mais qui est indispensable, qui est un travail de repérage et d'identification. Les travaux identifiés doivent être retranscrits en fichier texte. Et effectivement, on peut se trouver très souvent devant des rituels redondants, puisque certains de ces textes sont probablement des variantes de même original. Les dates sont approximatives et la seule certitude est que les textes ne sont pas postérieurs à la date proposée. Enfin, pour la plupart de ces rituels, il n'est pas possible d'affirmer qu'ils ont été effectivement pratiqués ou bien s'ils n'ont été que des projets ou des réécritures. Alors, les méthodes lexicographiques peuvent essayer de nous donner, de lever un peu de ce brouillard et de nous donner quelques indications. Le corpus est touffu, donc, étalé sur plus de 250 ans, et dans le cas d'espèce, nous avons retenu 84 textes pour être exploités ici. Cela déborde très largement l'évolution relativement linéaire et simple des rituels officiellement pratiqués dans chacun des suprêmes conseils. Très souvent, on retrouve des formes de sociabilité disparues. Mais l'historien et l'anthropologue demandent à ce que l'on identifie, que l'on classe les strates, au moins de façon plus ou moins différentielle, les unes par rapport aux autres. C'est pourquoi une étude et des tris préliminaires ont été tentés. Toutefois, de nombreux textes restent orphelins et une tentative d'usage des méthodes lexicographiques s'impose, selon ce dont nous allons vous rendre compte ici. Alors, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les méthodes lexicographiques n'ont pas été développées pour l'usage des chercheurs francs-maçons sur l'utilisation de leurs rituels. Et ce développement des méthodes lexicographiques, évidemment, accompagne le développement informatique et même précédemment la mécanographie, et même une époque où les chercheurs, à la main, faisaient des fiches. C'est le cas, par exemple, de Swift, qui faisait des fiches sur l'œuvre de Joyce et classait les mots par fréquence d'apparition. Il a mis ainsi à jour une loi qui lui est attribuée, la loi de Swift, qui affirme que le mot le plus utilisé est utilisé 2 fois plus que le second mot utilisé, 3 fois plus que le troisième mot utilisé, 4 fois plus que le quatrième mot utilisé, et ainsi de suite. C'est une loi d'observation remarquable et qui, bien sûr, s'applique à tous les textes, quelles que soient les langues, quelles que soient les écritures. Elle est utilisable aussi dans d'autres domaines que la lexicographie. Alors, à ce jour, les techniques de l'analyse lexicale reposent sur les méthodes statistiques. Elles sont particulièrement efficaces. Ce sont les outils de l'historien, de l'enquêteur, particulièrement en sciences sociales, du publicitaire et des différents services de renseignement et de guerre économique sur le réseau Internet. Alors, quel est le fondement théorique de l'analyse textuelle? On nous dit, si le monde peut être décrit au moyen d'un dictionnaire, un document particulier est résumé par l'histogramme des occurrences des mots qui le composent. Pour un document donné, chaque mot se voit affecter le nombre de fois qu'il apparaît dans le document. Un document est donc représenté par un vecteur de même taille que le dictionnaire, dont la composante i indique le nombre des occurrences du ième mot du dictionnaire dans le document. La constitution du dictionnaire est donc ainsi une étape critique pour la performance des systèmes utilisant une telle représentation. Ce dictionnaire est souvent appelé sac de mots. En effet, il n'y a a priori pas d'ordre particulier.
Donc, l'approche lexicographique consiste donc à résumer un texte ou un corpus de texte par la construction d'un tableau dit table lexicale, table de présence ou tableau de contingence, qui est analysé statistiquement. Les lignes de ce tableau, c'est-à-dire les mots, ou selon le jargon technique, les formes graphiques, et les colonnes, qui sont effectivement les textes. Donc, vous avez ici la construction d'un tableau lexical sur un dictionnaire extrêmement simple, constitué de 7 mots ici. Et puis, nous n'explorons que 9 textes. Et vous voyez le principe. Par exemple, le mot épée, le premier, apparaît jamais dans le premier texte, 2 fois dans le deuxième texte, 5 fois dans le troisième, 10 fois dans le quatrième, 5 fois dans le cinquième, etc. Et il en est de même pour les autres mots. Donc, en fait, c'est très simple. Il s'agit d'établir un tableau de ce type, surtout sur le dictionnaire. Alors, d'où l'importance du dictionnaire. Le dictionnaire, de façon la plus simple possible, c'est effectivement le vocabulaire utilisé dans le corpus. Mais ça peut être simplement quelques mots choisis, comme ici, ou cela peut être un dictionnaire bien constitué sur la base de la littérature, par exemple le dictionnaire Frontex, qui a été établi par tranche de 5 ans et qui permet d'évaluer les occurrences d'utilisation standard sur l'ensemble des textes publiés en langue française. Google propose également un dictionnaire du même type et qui est même plus étendu, puisqu'il est étendu aux textes publiés sur Internet. On peut utiliser les mots tels qu'ils sont décrits ici, ou bien utiliser une forme particulière qui est l'lemmatisation de mots, c'est-à-dire qui consiste à en prendre seulement la forme qu'on appelle canonique, le lemme, c'est-à-dire pour un verbe, le verbe est à l'infinitif, et pour les autres mots, le mot est masculin singulier. Excusez-moi, mes sœurs. La lemmatisation des corpus est une opération dont les avantages et les inconvénients ont fait l'objet de nombreux articles et débats qui sont aujourd'hui dépassés, puisque les puissances de calcul des ordinateurs portables de ce jour permettent de travailler concurremment avec ou sans lemmatisation. Sur le corpus des rituels, bon, typiquement ceux du Kadosh, puisque c'est l'objet de ce jour, un rituel comporte en général des rubriques suivantes qu'il est possible d'étiqueter pour constituer des sous-corpus. Alors ces rubriques, elles ne sont pas toutes présentes, mais on les rencontre, et il y en a d'autres, lorsqu'on découvre les rituels. Ce sont d'une part le titre, une partie qui s'appelle décoration, qui nous décrit le temple, une partie qui s'appelle ouverture, et qui est toujours présente en général, une partie qui s'appelle réception, qui est la réception au grade, une partie qui s'appelle obligation, c'est le serment que l'on exige de l'impétrant, un discours historique qui est particulièrement important dans les rituels de Chevalier Kadosh, les signes et les mots, l'instruction rituelle, la clôture des travaux, le banquet, et il y a quelquefois un banquet, et alors ce qui est dans les rituels les plus anciens, ce qu'on retrouve, les prérogatives du grade, le règlement général, etc. Quelquefois une prière, et même très souvent une prière dans les rituels anciens. Enfin, bon, d'assez nombreuses rubriques. Donc il est possible de faire des sous-corpus et de les étudier séparément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du tableau de présence que je vous ai présenté tout à l'heure? Alors, la façon la plus simple,
et ce que j'appelle l'exploitation d'ordre zéro, puisque c'est une exploitation qui s'est vulgarisée, grâce à Internet en particulier, c'est ce qu'on appelle le nuage de mots. Les mots sont présentés et en fonction de la fréquence des occurrences, leur taille est plus ou moins grande. Voici ce que donne l'ensemble des 84 rituels de Chevalier Kadosh que nous étudions ce jour. Bon, sans surprise, vous verrez grand, c'est grand qui est le mot le plus utilisé. Vous trouverez chevalier, vous trouverez maître, ordre premier, et puis après des mots qui sont à peu près équivalents et qu'on retrouve partout. Donc ça, c'est une présentation visuelle. Ce n'est certainement pas la plus fouillée. Alors ce qu'il faut dire, alors ici on peut se contenter de la fréquence des mots. Mais en général, pour une exploitation statistique, comme tous les textes ne sont pas d'égale importance, il est préférable d'utiliser un indicateur. Oui, cette fréquence, elle est très sensible donc à la différence de texte, à la différence de taille des textes. Donc, on utilise un indicateur plus mathématique qu'on appelle spécificité, qui se calcule à partir d'une distribution de fréquences et qui permet de tenir compte de l'écart entre la taille des différents textes proposés. Alors, la spécificité, c'est un logarithme d'une probabilité de présence. C'est pourquoi une spécificité positive, c'est celle où un mot est suremployé dans une partie par rapport à l'ensemble du corpus. Donc, c'est très significatif. Et une spécificité négative, c'est celle où le mot est sous-employé dans cette partie par rapport au reste du corpus. Donc, ce sont des éléments, effectivement, extrêmement intéressants. Un autre élément intéressant, c'est les mots qui apparaissent une seule fois dans tout le corpus. Alors, on les appelle des apax. C'est un néologisme à partir du grec et qui veut dire, en gros, mot utilisé une fois. Ici, nous vous présentons en haut les textes avant 1805 et en bas les textes après 1805. Donc en rose, ce sont les spécificités positives, enfin ce sont les apax, les spécificités positives. Et on s'aperçoit qu'effectivement, après 1805, les apax sont beaucoup plus nombreux. Alors, l'apax, en général, on prétend, et il est reçu comme cela, comme une caractéristique culturelle. C'est-à-dire, plus il y a d'apax, plus le niveau culturel du rédacteur est élevé, peut-on supposer. C'est-à-dire, on évite les répétitions. Donc, est-ce à dire qu'après 1805, le niveau culturel des rédacteurs, des rituels, était plus élevé qu'avant? La question est posée. Je me garderai bien d'y répondre. Une autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle la richesse lexicale, c'est-à-dire le rapport de la taille du texte à la taille du vocabulaire. Et évidemment, plus un texte est riche, bon, plus on suppose le niveau culturel du rédacteur élevé. On peut se rendre compte, toujours en haut, les textes d'avant 1805, il y a seulement deux rituels qui ont une richesse lexicale plus élevée que les textes recueillis dans Franc-Texte pour la même période. Et après 1805, il n'y a aucun texte rituel qui soit plus riche lexicalement que les textes recueillis par Franc-Texte pour la même période. Donc,
on peut dire franchement que les rituels n'ont pas une richesse lexicale extrêmement élevée. J'ai un souci. Alors on peut essayer de voir ce qui se passe, mais sur un certain nombre de mots que j'appelle des mots marqueurs. Par exemple, Guy Giraud a fait allusion aux usages des mots épée, glaive, sabre. Si on considère le mot épée, là vous avez la ligne bleue pointillée qui marque la séparation, qui se situe à peu près vers 1840. On s'aperçoit que le mot épée est utilisé de façon extrêmement disparate selon les rituels, que ce soit avant 1840 ou après. Il est peut-être un petit peu plus utilisé après. Non, c'est même pas évident. Par contre, en dessous, le mot glaive. Le mot glaive, il est très utilisé à partir de 1840, alors qu'il était nettement moins précédemment. Le mot sabre, après 1840, il a complètement disparu. Mais précédemment, il y avait quelques usages ponctuels que l'on peut relever et qui étaient sans doute liés soit à une culture particulière, peut-être des ateliers militaires dont l'arme était le sabre. C'est ce qui est le plus vraisemblable, mais ce qui demanderait des analyses sensiblement plus fouillées. Mais donc le mot sabre a disparu des rituels modernes. Alors d'autres mots qui, eux, sont caractéristiques de la chevalerie. Les éperons, les bottes, la cuirasse. On ne peut pas imaginer un chevalier, même un cavalier, sans éperon. Et je vous rappelle que jusqu'en 1940, il y avait des armes montées dans toute l'Europe, mais particulièrement en France. Et on s'aperçoit que le mot éperon disparaît à partir de 1840, pareil. Donc, il y a... Combien ? Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Et vous avez de même cuirasse qui disparaît. Une exception, c'est le casque. Mais nous voyons bien que le casque survit essentiellement par la formule circulation des casques. Alors, on peut utiliser ce que l'on appelle des types généralisés. On va rassembler dans un seul ensemble tous les mots qui sont relatifs à la liberté, c'est un type généralisé, ou bien tous les mots relatifs à la servitude, en comparaison, en contraste. Et effectivement, de la même façon, les concepts de liberté sont surtout exploités à partir de 1840, et en contrepartie apparaît aussi le concept de servitude pour la même période. Ce que l'on peut constater, et ça c'est les linguistes qui le remarquent, les lexicographes, c'est la disparition des verbes au profit des noms. C'est-à-dire que alors, il a été observé sur beaucoup de corpus qui mêlaient les deux variétés, que le verbe se maintient vivant dans l'écrit littéraire, comme dans l'oral, alors que dans le langage utilitaire favorise le substantif, qui est porteur de l'information. Les rituels maçonniques étudiés se rangent donc dans la classe des écrits utilitaires, inexpressifs, avec des phrases sans verbe, ce qui est à méditer.
Le plus curieux est que cette tendance observée dans les rituels dès 1847 précède de près de 100 ans la tendance observée depuis 1950 dans les écrits publics. Cela semble être le corollaire de ce que ces rituels, initialement narratifs et discursifs, sont progressivement devenus des listes d'instructions comparables aux didascalies du théâtre, ce qui a été relevé précédemment. Alors, nous pouvons faire de l'analyse factorielle de correspondance sur l'ensemble des mots. Et nous avons présenté l'ensemble des rituels. On peut voir qu'à gauche, nous avons les rituels les plus anciens et à droite, les rituels les plus récents. On observe qu'ils se répartissent selon un axe parabolique, ce qui indique qu'il y a une relation quadratique entre le premier axe et le second axe. Et cela, ça a été relevé, c'est ce que l'on appelle l'effet Gutmann, et qui se retrouve dans toutes les séries chronologiques. Donc, nous ne pourrons pas aller tellement plus loin dans l'exploitation des dates des rituels, qui ne sont pas exploités statistiquement. C'est simplement un effet qui se manifeste. Alors, si on veut s'en affranchir, on peut prendre des rituels synchrones, typiquement les rituels closes. Et nous avons présenté ici les 33 rituels closes, où on aperçoit que les rituels de grade bleu se situent à droite dans un cercle. Le rituel de Rose-Croix, 18e, est en bordure, en périphérie de ce cercle. On aperçoit un alignement des rituels du 30e, du 31e et du 32e. Et effectivement, le plus à gauche, le rituel de 33e. Et c'est tout à fait remarquable. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que nous avons utilisé un sous-corpus particulier qui est celui des instructions ou catéchisme. Alors donc, j'aurais pu vous présenter beaucoup d'autres choses, mais on me demande de conclure. Donc, ce que je peux dire, ce que je souhaite, c'est vous encourager à exploiter ces méthodes. Il existe des logiciels gratuits sur Internet qui sont utilisables pour les non-statisticiens. Il y a énormément de choses cachées. La seule limitation, si je puis dire, c'est la curiosité du chercheur. Donc, soyez curieux. J'ai dit. I think that the concluding advice should guide all of us. Be curious. How absolutely wonderful, whether you're a mathematician or a biologist or a linguist or a historian, be curious. Thank you. Thank you. We'll now take questions for our panel. Do I see some? Is anyone there that can take the microphone for me? Or I don't see Daniel or... Well, we can work this out, I'm sure. Are there any... Here's someone excellent. Thank you, Joe. Are there any questions for our Kadosh panel? There's a good... Bonjour. Bonjour. Voilà, ma question est,
Bon, j'ai observé tout à l'heure, vous avez parlé des mots marqueurs, où on retrouvait le sabre, l'épée, les bottes. C'est-à-dire, de prime abord, quand on voit cette terminologie apparaître, on a l'impression que ça représente le statut ou l'aspect extérieur du chevalier caboche. Alors, est-ce que ces mots qui ressortent ne font que représenter ce symbole ou qui sont reliés à autre chose ? C'est-à-dire une manœuvre d'intimidation en cas de non-respect de certains rituels ou non-respect de certaines obligations. Merci. I believe that's for you. Alors, les mots marqueurs de la chevalerie, c'est finalement... la chevalerie, c'est un principe qu'on rencontre dans la civilisation occidentale. C'est une expression d'un État et de certaines règles d'honneur à suivre qu'on pourrait retrouver chez les samouraïs japonais et finalement dans tous les systèmes militaires où on est extrêmement exigeant sur la discipline et sur les devoirs de celui qui porte cette dignité. Et je suppose que dans le monde musulman, il y avait aussi une chevalerie spirituelle, guerrière, qui s'exprimait sous la forme, effectivement, de l'état du guerrier. Mais c'est essentiellement des règles d'honneur. Défendre la veuve et l'orphelin. Défendre le pauvre, l'opprimé. C'est pourquoi on voit apparaître les concepts de liberté qui se rattachent à cela. Ce sont vraiment des règles spécifiques qui nous parviennent, je crois, pour les plus anciennes, en ce qui concerne la chevalerie, depuis l'Empire romain. Et cela existait certainement précédemment. Et donc, à peu près toutes les civilisations, si je puis dire. J'ai dit. Thank you very much. Is there another question? Est-ce qu'on peut ajouter une petite... Excusez-moi. Est-ce qu'on peut ajouter une petite... Attendez. Je voudrais simplement rajouter un petit commentaire sur la question des mots. Les mots ont une signification équivoque. Donc, cela pour dire que des fois, ils peuvent être interprétés dans un sens, mais des fois, ce sens peut être aussi, comme j'ai tenté de le démontrer tout à l'heure, il y a eu le sens de la fascination sur le kadosh, mais il y a aussi le sens de la détestation. Ça veut dire que le même mot, à un moment donné, sur le contexte dans lequel il est lu et interprété, peut se retourner ou peut donné des sens totalement différents. Donc, c'est vrai que le kadosh a été vu comme un templier, donc avec tout, finalement, l'appareil sémantique qui s'attache à la chevalerie, mais en même temps, cette chevalerie, à un moment donné, templière, s'est retournée contre le but premier qui était assigné au kadosh. Et donc, on a bien vu aussi comment les mots pouvaient aussi susciter aussi tout leur contraire dans l'interprétation qui pouvait être faite d'un grade. Thank you. We have a question here. Merci. Bonjour à tous. Merci pour la qualité des interventions, que ce soit hier et aujourd'hui. Je pense que nous apprécions tous. C'est une remarque que je me suis faite et que je vous livre. Et ensuite, j'ai une question. Quand le dernier orateur parlait des non-répétitions, etc., je me suis dit... si l'on travaillait sur des rituels, mais peut-être l'avez-vous fait, des rituels écrits en anglais où les Anglais n'ont pas cette obsession de la non-répétition dans les textes, on aurait peut-être eu des statistiques et des graphiques différents. Et sinon, ma question, puisqu'on a beaucoup travaillé, mais je sais que c'était l'objet de l'intervention sur les mots, est-ce que ensuite vous mettez ça en relation avec les événements politiques, sociaux, etc., de l'époque où d'un seul coup, ça bascule? J'ai dit. Alors, en ce qui
En ce qui concerne les textes traduits, effectivement, nous les prenons tels quels. Hein. Et nous avons effectivement, mais je n'ai pas eu le temps, si j'avais eu un petit peu plus de temps, je vous aurais montré un schéma dans lequel on distingue où le rituel de Pâques ressort de façon extraordinaire. Et il se différencie des autres rituels, avec cependant un rituel français. On sait que ce rituel de Pâques a émané de notre rituel français, et on ne savait pas lequel, et là, il apparaît. Hein, j'aurais pu... C'est de façon saisissante. Effectivement, le problème des répétitions est à évaluer en fonction de la langue dans laquelle on l'utilise. Mais en français, c'est vrai, l'usage de répétition n'est pas un bon indice culturel, au moins dans le français littéraire. Et l'autre partie de la question, c'était... J'ai oublié l'autre partie de votre question. Oui, la deuxième partie, en fait, la question, c'était, bien sûr, vous avez analysé les mots, le lexique, etc., les occurrences, mais est-ce qu'à un moment donné, on voit qu'on utilise plus, par exemple, glaive qu'autre chose? Est-ce que vous travaillez en mettant ça en relation avec l'environnement socio-politique, etc., du moment? Voilà. Alors, pour répondre à cette question, le travail d'analyse n'est pas achevé. Mais il est extrêmement curieux qu'effectivement, 1840 ou 1847 soit une frontière extrêmement bien délimitée en ce qui concerne la rédaction des rituels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, on peut dire que c'est la fin de la monarchie de Juillet, c'est le début de la Deuxième République. Enfin, il y a effectivement des événements particuliers, et puis le Second Empire qui est apparu. Donc, ce travail d'exploitation reste à faire. That's absolutely... comment over here, please. Je reprends la parole un peu dans la suite de l'ensemble des interventions de ce matin, pour mettre en évidence le fait que l'imagination est une des dimensions de la compréhension du monde dans lequel on se trouve. Et il se fait que la maçonnerie, avec les outils qu'elle nous propose tout au long de l'ensemble des rites, du rite écossais ancien accepté, pour ne prendre que celui-là, à partir de l'instant où on fait l'effort de comprendre et de donner une signification, un sens à ce qui nous est donné, à réfléchir parce que l'on fait des gestes, parce que l'on porte des décors, parce que l'on s'appelle avec des mots différents du monde profane, parce que, on s'interroge effectivement sur un univers parallèle qui permet, je pense, fondamentalement, que cela permet de décrypter des choses d'aujourd'hui. Il y a un exemple que je vous cite et que je reprends. Il se fait que j'ai travaillé en Allemagne pendant de nombreuses années et je m'étais interrogé sur le nazisme, bien sûr. Ça imprime tout le monde de s'interroger sur un phénomène comme celui-là. Un seul exemple, Hitler arrive au pouvoir en 1933, en janvier, et le premier décret gouvernemental qu'il dit, je vous le donne en mille, c'est d'imposer le signe hitlérien. Le signe, c'est-à-dire le Heil Hitler. Et si on observe dans les rues, dans les écoles, partout, que ce signe n'est pas appliqué, il y a des amendes, il y a des mises en prison. Immédiatement. Autrement dit, on ne justifie pas des demi-mesures. C'est obligatoire. Le signe est là, et ça me fait penser à un autre contexte historique, c'est un dénommé Shang Yang, qui est un des auteurs qui a écrit du temps des royaumes combattants, on se trouve en moins 400 à peu près avant Jésus-Christ en Chine. Eh bien, Shang Yang disait, quand on change de dynastie, on change les mots et on change les appellations.
C'est extraordinaire. Quand on prend la maçonnerie avec tout ce qu'elle nous propose comme mythologie, comme vocabulaire, comme manière de s'exprimer, comme maintien, comme comportement, comme main sur le cœur, etc., elle nous donne des outils qui permettent de comprendre historiquement un certain nombre de choses, mais également des phénomènes d'aujourd'hui. Des phénomènes d'aujourd'hui que l'on peut observer parce que tout ce qui est gestuel, expression verbale et autres fait partie de corpus qui se développe avec des tendances fortes et puis des éléments de maturité et finalement des pertes. Tout ce qui a été donné par nos deux dernières interventions sur les échelles, d'une part, avec la progression dans la chronologie des différents aspects, ou bien ce que notre Bernard nous a donné sur tout ce qui est évolution du vocabulaire. Tout ceci, ce sont des domaines à explorer. Notre maçonnerie est un champ extraordinaire pour pouvoir décrypter des choses du monde profane, alors que cela a un effet sur le monde induit, sur nous-mêmes, à l'intérieur, quand on pratique, non pas de manière légère et peu approfondie, mais quand on essaie d'aller fouiller, d'aller à l'intérieur et de comprendre. On a une chance extraordinaire. Thank you. Joe, we've got questions over there, then we'll repeat. Oui, un petit peu du patchwork avec tout ce qu'on a entendu ce matin. Il a été fait allusion aux trois couronnes brièvement. On a perdu peut-être le sens original et surtout l'étape intermédiaire. Les trois couronnes, à l'époque, c'était bien sûr une référence à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était l'origine, mais ce qu'on oublie, c'est que chez les Rose-Croix primitifs, ils ont déjà dévié le sens. Les trois couronnes étaient associées tout simplement au monde animal, au monde végétal, au règne végétal, au règne minéral et au règne animal. C'était une manière de passer du côté religieux à une application un peu plus pratique qui se rapprochait de la matérialité des choses. L'autre remarque, il a été fait allusion ce matin à la danse sur les étoiles. En réalité, si on passe nos rituels en revue, on verra qu'on passe souvent dans un autre espace-temps. Exemple, au 28e, quand on ouvre les travaux, il fait nuit sur Terre et on travaille au jour. Donc ça veut dire qu'on est bien quelque part ailleurs. Ou, bon, ça c'est à préciser, ceux qui étudient les rituels peuvent le voir. J'avais noté aussi les histoires d'échelons. Les histoires d'échelons, bien souvent, sont au nombre de 7. C'était en rapport aussi avec les 7 sphères sur lesquelles se déplaçaient les planètes, les 7 sphères concentriques. Ça collait avec. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas retrouvé parmi ces échelons les vertus que l'on rencontre au 18e degré, les vertus théologales et les vertus cardinales. Apparemment, elles ont disparu. Je suis étonné qu'elles ne soient pas réapparues sous une forme ou sous une autre. Dernière chose qui est très curieuse, c'est l'inversion des montants qui a interpellé. Mais si on réfléchit bien, au 18e degré, le phénix qui représente le chaud et le sec est du côté nord, et le pélican qui représente le froid et l'humide est du côté sud. J'ai dit. Thank you. Thank you. And we've got another question here. Oui, s'il n'y a pas de réponse aux interrogations du précédent orateur. Moi, j'ai une question sur l'ordre des arts libéraux. J'ai toujours été interpellée parce que je sais que je voudrais savoir vers quelle époque a été fixé l'ordre des arts libéraux dans la descente de l'échelle mystérieuse. Si quelqu'un a la réponse. Non, la seule chose que je puisse dire, c'est que les arts libéraux, il y a une première apparition dès 1770. C'est assez curieux, dans l'ordre que j'ai donné. Mais je relève effectivement qu'au XIXe siècle, c'est l'ordre inverse qui est utilisé.
Alors là, je suis incapable de répondre puisque je me suis arrêté à 1805. Si j'ai bien suivi le remarquable travail sur les représentations graphiques de l'échelle, il apparaît que les années 1783-1785 constituent en quelque sorte un pivot. Et je suis frappé par le fait que cela coïncide avec la mise en forme du rite de perfection dans les deux manuscrits Franken, celui de 1771 et celui de 1783. Avez-vous un commentaire à faire sur ce point-là? Merci. Oui, Franken, c'est les grandes Antilles et les rituels, bien sûr. Dans la série des 50 rituels que j'ai regardé, il y a les rituels de Saint-Domingue, les rituels Franken, mais je ne pense pas que ça vienne de là, la césure. Dans un article qui date de 1938, un très bon historien qui avait lui aussi déjà anticipé ce que l'on retrouve grâce aux statistiques, c'est Georges-Henri Luquet. En 1738, il a fait un article très intéressant, dont j'ai fait un tableau que vous trouverez dans mon texte quand il sera publié, où il fait apparaître que de 1786 à 1804, même s'il y a des rituels, officiellement, il n'y a pas, dans la maçonnerie régulière, d'utilisation du rituel du kadosh. Et j'ai plutôt tendance, moi, à me rapprocher de l'historien. Moi, j'ai dit 1783-85, parce que c'est comme ça que ça apparaissait. Lui dit 1786, je crois que c'est ça la césure. 1766, le kadosh est condamné, pour autant il continue sa vie, mais la vraie condamnation, c'est la condamnation dans la réalité des faits, c'est 1785-1786. Je pense que c'est plutôt là, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de retours. Comme on le sait, Morin est allé aux Antilles et il y est mort. Donc il n'est pas revenu pour apporter ça, Franken encore moins. Alors c'est une piste que l'on peut regarder, mais les 25 degrés sont revenus avec Germain Haquet. Mais Germain Haquet, c'est avril 1804. Grastilly, c'est juillet avec les 33 degrés. Germain Haquet, c'est les 25 degrés. Grastilly, c'est les 33 degrés. Avril 1804 et juillet 1804. Là, oui, on pourrait faire une comparaison, mais à cette époque-là, avec les rituels Franken, je ne pense pas. Mais c'est quand même une piste à explorer, je pense. Thank you. Joe, we have a repeat. Moi, j'ai une question d'ordre statutaire. Est-ce que la franc-maçonnerie, en tant qu'entité, est dotée d'une personnalité juridique ou qu'elle en est dépourvue? Merci. C'est simple, les obédiences maçonniques sont déclarées loi 1901, et donc elles ont un statut juridique, évidemment. We have a question down here in the front. Bonjour. Le Grand Orient de France, lorsqu'il a codifié son rite en 7 grades en 1786, n'a pas retenu le kadosh. Alors comment explique-t-on que le rite écossais ancien et accepté en 1804 ait adopté ce grade? Et deuxième question qui rejoint peut-être une question de Madame tout à l'heure, le kadosh, si j'ai bien compris, n'était que communiqué de 1804 à 1815 et il a de nouveau fait l'objet d'un grade conféré en bonne et due forme en 1815. Est-ce qu'on l'explique par la Restauration? J'ai dit. Oui, alors donc c'est une bonne question qui me permet de rebondir sur le retour des francs-maçons des Grandes Antilles.
lorsque Germain Haquet et Grastilly reviennent, ils sont porteurs d'une certaine façon de faire la maçonnerie avec un certain nombre de grades. Et leur arrivée arrive en conflit avec ce qui s'était installé auparavant. Mais comme vous le savez, en 1804, il y a eu un concordat qui a tenté de rapprocher ce qui se faisait avant, le rite français, pour simplifier, et ce qui nous arrivait des Antilles, le rite de perfection 25 degrés et le rite en 33 degrés apporté par Grastilly. À l'occasion de ce concordat, il y a eu, bien sûr, des compromis de part et d'autre. Les compromis n'ont pas abouti. Vous savez que dès 1805, il y a eu une nouvelle rupture, mais à cette période-là, il y a eu des compromis. Et donc, comme en plus, il y avait une certaine appétence pour ces grades un peu nouveaux, avec une titulature assez extraordinaire, et que Grastilly avait une tendance assez personnelle à en gratifier pas mal des francs-maçons qu'il rencontrait, pour se faire d'ailleurs une cour. C'est comme ça que le Kadosh a été réintégré. À la fois parce qu'il y avait un compromis à trouver, à la fois parce que Grastilly était assez généreux dans la délivrance des 33 degrés, tout au moins du 33e, et c'est arrivé comme ça. Alors effectivement, jusqu'en 1815, le Kadosh n'était donné il n'y avait pas de cérémonie d'élévation, mais on trouve dans ce rituel de 1815, qui est le rituel officiel du Grand Consistoire, on retrouve à ce moment-là un rituel qui permet de proposer le grade de Kadosh à travers un rituel d'élévation. We will take one more question if there's one. Excusez-moi, est-ce que je peux... La personne qui a posé la question aussi donc, parlait aussi de la période finalement antérieure à 1804. Quand Morin part aux Antilles avec son système, donc, comme je le disais, c'est le chevalier Kadosh qui chapeaute ce système. Il arrive en 1763. Ce n'est plus le Kadosh qui chapeaute ce système, mais le prince du royal secret. Mais en même temps, comme ça a été dit ce matin, les polémiques qui ont entouré, ou les controverses qui ont entouré le Kadosh n'ont pas affecté de la même manière, donc n'ont pas été répercutées, on va dire, aux Antilles. Ça veut dire que les condamnations dont le Kadosh a été l'objet en France et en Europe du reste n'ont pas été répercutées donc aux Antilles et outre-Atlantique. Donc ce qui fait que finalement le Kadosh a bénéficié toujours au sein du système du rite de perfection finalement d'un capital sympathique qui a fait en sorte qu'il a toujours été finalement considéré comme un des degrés importants du rite de perfection. Du reste, donc dans la hiérarchie du rite écossais ancien accepté, on retrouve finalement, on va dire, les deux grades sommitaux que sont le Kadosh qui figure au 30e degré et le prince du royal secret qui figure au 32e degré. Et finalement, le 33e, c'est quoi? C'est finalement, alors longtemps on a parlé de grade administratif, mais c'était ces inspecteurs qui chapeautaient finalement le système du rite écossais ancien accepté. On a quand même gardé dans la gradation du rite écossais ancien accepté les deux finalement piliers que Morin avait amené aux Antilles, qui était le Kadosh et le prince du royal secret. Thank you. That appears to be the end of the questions. I thank you very much. Would you please give another hand for our panel? Enjoy lunch. We will reassemble at 2 o'clock.